Bonsoir. Les résultats des législatives ont enfin été communiqués aux citoyens zaman. Comme si nous étions dans une république, en démocratie, avec des citoyens, des élections sincères, un vrai parlement et tutti quanti. Et comme prévu, les résultats ont été revus à la hausse, dans la mesure de leurs possibilités, de 20,79 à 21,24, soit un rab de 1,55% que les experts S-Fraude ont pu racler du fond de la tambouille électorale. En fait, même si le chiffre de la participation est le plus bas jamais observé en Algérie depuis son indépendance, la fraude a pourtant été fortement présente. C'est-à-dire que même ce chiffre, le plus bas jamais observé dans ce pays, même ce chiffre est le résultat d'une fraude, d'un bourrage, d'une manipulation des chiffres. Des vidéos circulent sur le net qui la montrent, cette fraude en action. En fait, et pour bien s'imprégner de l'atmosphère actuelle qui plane sur tout le pouvoir en Algérie, jusqu'à ses périphéries les plus éloignées, il faut savoir, même si tout a été entrepris par les relais du régime pour atténuer les effets de ce tsunami qui vient de se produire, et que le taux de participation à ces élections aura en effet été le plus bas de l'histoire de l'Algérie depuis son indépendance, on ne le répétera jamais suffisamment, et qui a frappé de plein fouet le cœur battant du pouvoir et par conséquent tout le système. Un événement politique majeur, non pas une abstention, mais un boycott massif et éminemment politique, en droite ligne d'un Hirak qui attend de pouvoir revenir sur la scène au moment voulu. Un épisode annoncé d'une désobéissance civile encore latente aujourd'hui, sans cadre, sans leader, sans mot d'ordre, mais qui montre toute la disponibilité de tout un peuple à en découdre avec un système illégitime, putschiste, mafiocratique et qui compromet plus que jamais l'avenir des générations futures. Il faut rappeler néanmoins et sans état d'âme que ce pouvoir, jusqu'au parachutage de l'actuel Tebboune, avait toujours su rester réaliste, de la même manière qu'il n'a pas succombé à sa propre propagande, comme c'est le cas aujourd'hui. Un pouvoir certes mafiocratique, certes illégitime, qui n'a reposé que sur la subversion, la corruption et le crime d'État, il faut le dire, mais qui a toujours su se distinguer par une très fine alchimie, un équilibre volatile, oui, entre les clans qui le constituaient, mais pensé pour toujours renaître de ses propres contradictions, une intelligence du mal dans une logique de conservation du pouvoir, à tout prix, mais qui a toujours su rester dans les limites et les lignes rouges qui le confinent à un minimum de prudence. Prudence dans son sens politique, dans son sens florentin. Ne pas oublier dans la configuration subliminale mais très efficiente du pouvoir pré-Tebboune la présence tentaculaire d'un système sécuritaire qui veillait à l'organisation et à la pérennité d'un très vaste système de flicage et de pré-flicage, la fameuse fiche bleue pour l'occasion à n'importe quelle fonction politique ou d'encadrement supérieur nommée par décret. Ne pas oublier non plus cette règle non dite mais jamais violée, hormis quelques rares exceptions, comme le cas du général Bellossef,
le pouvoir ne jetait jamais les siens en pâture à la foule, ni pour s'en venger, ni pour les neutraliser. Il usait d'autres moyens, quitte à liquider physiquement les gêneurs, mais sans les humilier, sans les rabaisser, sans montrer un quelconque manque de cohésion au sein de l'oligarchie. Voilà pourquoi ce régime avait tenu, malgré toutes les tempêtes, y compris lorsque les électeurs algériens avaient voté fils en 1991. Quand ce pouvoir avait entrepris une combinaison d'actions et une véritable guerre contre les civils par terrorisme provoqué, par terrorisme manipulé, jusqu'à devenir l'état-major général des terroristes islamistes auxquels il allait adjoindre des terroristes maison qui habitaient des casernes dirigées par des officiers de l'armée. Il allait produire ce qu'il avait lui-même qualifié de terrorisme pédagogique pour éradiquer les islamistes et retourner contre eux les populations qui les avaient élus, en les faisant massacrer par ces islamistes maison, ou les vrais terroristes islamistes, trop stupides pour comprendre qu'ils étaient devenus des marionnettes entre les mains de véritables stratèges. Lorsque les frères Bouteflika sont arrivés, ils ont fait encore mieux, en plus subtil et en moins criminel. Ainsi, ils ont fait en sorte que le tiers du Sénat soit directement nommé par le président. Or, le tiers du Sénat est un tiers bloquant. Aucune loi ne peut passer s'il s'y oppose, ce tiers. Si les généraux Soudard, qui avaient provoqué la tragédie des années de sang, avaient opté avant les élections de 91 pour les mêmes dispositions, ils auraient pu laisser passer un fils totalement neutralisé, sans qu'il soit besoin de faire massacrer 250 000 d'Algériens. Mais l'un dans l'autre, ce régime, avant ou pendant la Bouteflika, avait su manœuvrer. Nous ne le dirons jamais assez. Et c'est pour ça que je me permets une si longue introduction. Nous ne le dirons jamais assez, au point où Bouteflika était devenu inamovible, même totalement grabataire, au point où son frère Saïd avait régné en son nom pendant 1 mandat et demi sans que quiconque bouge une oreille dans ce pays. Mais la nature même de ce régime et les équilibres qui le fondent allaient être totalement bouleversés, en partie par les Bouteflika qui avaient su démanteler les services de sécurité et noyer dans la masse plus d'une douzaine de généraux par plus de 300 autres nouveaux généraux, tous acquis à la nouvelle logique. Avec le Hirak et la tentative avortée des Bouteflika de débarquer le chef d'état-major aujourd'hui disparu dans des conditions très louches, a commencé l'opération la plus brutale et la plus dévastatrice que le système a connue et qui allait le mettre à nu sans pour autant restituer le pouvoir au peuple. Une autophagie, du cannibalisme politique. Bien au contraire, le défunt chef d'état-major, pour laisser place nette au fantoche qu'il avait décidé d'installer à la tête de ce pays, allait faire place nette autour de lui, faire le vide en neutralisant d'une façon ou d'une autre tous les barons du régime, tous sans aucune exception, notamment en les envoyant en prison pour des affaires cousues de fil blanc. Il s'y trouve encore aujourd'hui, et parmi eux, 3 ex-premiers ministres, des dizaines de ministres, des centaines d'officiers supérieurs et d'officiers généraux, etc., etc. Ce chef d'état-major allait faire à son poulain la politesse de débarrasser le terrain d'une crise cardiaque, nous dit-on, sans autopsie. Tebboune n'allait pas s'arrêter en si bon chemin et allait poursuivre la purge, à la différence de son mentor, que l'incarcération de la plupart des anciens proches et pontes du régime n'obéissait plus à une quelconque stratégie, mais à des vengeances personnelles. D'ex-barons qui l'avaient humilié par le passé ou qui lui avaient causé du tort. De la même manière que la hantise d'un retour du Hirak lui avait dicté d'envoyer des milliers de hirakistes en prison, souvent
sous des motifs proprement hallucinants. Mais le pire, qu'il allait perpétrer, M. Tebboune, contre le système même qui lui a permis d'atteindre le sommet, a été dans la façon totalement irrationnelle, en tous les cas jamais usitée avant lui, avant son arrivée au pouvoir, par ceux qui l'ont fait roi, il a institué le mensonge le plus grossier en mode de gouvernance et a cru possible de créer une illusion par des faux chiffres, des déclarations ubuesques, la répression de tous ceux au sein du pouvoir qui ne le suivaient pas dans son délire et sa propension de s'entourer d'une cour innombrable de flatteurs en tout genre et de médias mercenaires qui ont réussi à lui faire croire, lui aussi, qu'il était adulé par le petit peuple, qu'il était devenu encore plus populaire que Boumedienne et qu'il était assuré de rester à la tête du pays jusqu'à sa mort. Il n'a même pas évalué à sa juste mesure le boycott massif des 2 élections censées l'avoir porté au pouvoir, tout particulièrement celle de 2024, où il a fallu trafiquer les chiffres pour lui assurer un tant soit peu admissible, 46,10% de participation, et lui, Zama, élu à 84,30%. Cette fois-ci, pendant ces législatives qui viennent de se produire, les plus boudées par le peuple algérien depuis l'indépendance du pays. Et c'est pour ça que je me permets de le répéter encore une fois, que je fais une introduction aussi longue. Des chiffres qui ont sonné comme un signal de détresse au sein du pouvoir. Si les Algériens ont clairement montré qu'ils refusent désormais de cautionner ce naufrage annoncé de leur pays, au sein du système, parmi les plus importants, c'est réellement le Titanic au moment des violons. Il ne fait plus de doute désormais qu'au sein du sérail, au plus haut de l'État, si on peut l'appeler comme ça, c'est l'alarme. Tous ceux qui comptent au sein de cette mafiocratie en folie savent désormais qu'il y va de leur propre sécurité et de celle de tout le pays, surtout parce que c'est le leur aussi et tout aussi celui de leurs enfants. Pour dire qu'il faut se préparer très sérieusement à des événements majeurs, nous ne savons pas ce qu'il en sera, mais nous ne doutons plus d'un changement radical en espérant que la sagesse l'emportera. Résultat des législatives en Algérie, un tournant majeur. C'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Je suis désolé de vous avoir infligé une introduction aussi longue, mais je voulais vous dire le fond de ma pensée et tous les périls qui aujourd'hui, comme autant de noirs nuages, sont en train de s'amonceler au-dessus de notre pays. Avec moi pour en parler, Ezzedine Toumi, militant pour la démocratie. Ezzedine, merci d'être des nôtres. Bonsoir Seyed Jamal, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir à vos invités. Merci de m'avoir invité. Merci. Alors, docteur Hamid Mhenni, normalement qui devrait être avec nous, on me dit qu'il n'a pas pu être joint. J'espère que ça ne va pas poser de problème. Alors, Ezzedine Toumi, que vous inspirent ces résultats annoncés avec beaucoup de retard? Ils ont presque atteint les 72 heures de délai qui leur était permis pour monter d'1,5 à peu près le chiffre précédent. Mais tout le monde aura compris que c'est panique à bord, qu'ils ne savent plus quoi faire, quoi dire, quoi annoncer. Quel est votre sentiment général sur ce qui vient de se passer en Algérie? D'abord, moi j'aimerais revenir sur les chiffres. Parce que moi j'attendais les résultats pour justement savoir le nombre de bulletins nuls. Parce que c'est important. Oui.
de rajouter le nombre de bulletins vides au nul. Parce qu'il y a beaucoup, on sait très bien qu'il y a beaucoup de personnes, peut-être qui ont été contraintes pour différentes raisons d'aller se présenter. On connaît très bien la mentalité au pays. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir le cachet sur la carte. Les militaires notamment. Oui, et puis les corps constitués, etc. Donc il y a des bulletins nuls. Ces bulletins nuls, il faut les rajouter au nombre de personnes qui n'ont pas voté. Et c'est presque 1 million. C'est 910 230 bulletins nuls. C'est presque 1 million. Et généralement, ce sont les gens donc, qui se sentent obligés de voter, mais qui, à leur façon, boycottent aussi en mettant un bulletin nul. Oui, donc ils n'ont pas fait de choix. Ils étaient là pour faire l'acte, pour diverses raisons. Pour avoir une carte de vote estampillée. Pour différentes raisons. Chacun il a ses raisons. Mais en tout cas, ils n'ont pas exprimé leur choix. Dans ce cas-là, donc pour moi, c'est dans le cadre du rejet de toute cette opération. Donc, rajouter ce presque 1 million, 4 millions, donc on soustrait du 5 millions des votants, donc on retrouvera réellement les voix exprimées, c'est 4 160 790, c'est les chiffres qui ont été donnés aujourd'hui. La fraude mise à part. Hein. Donc après, bien sûr, moi, j'ai pris habitude de douter de tous les chiffres qui sont donnés par les responsables. Eh oui. Le régime, il manipule tous les chiffres, depuis le nombre d'habitants jusqu'au corps électoral, au résultat des élections, au nombre de logements, au nombre de chômeurs, au nombre de moutons. Tous les chiffres sont manipulés parce que c'est des chiffres politiques. Donc le régime, il donne les chiffres qui l'arrangent selon les occasions. Donc qu'est-ce qu'il y a lieu de retenir dans cet événement? C'est le chiffre de l'abstention au début du boycott. C'est très important et il ne faut pas le prendre comme un chiffre. Donc 80%, ou si on rajoute les voix, les bulletins nuls, donc le taux de participation il va descendre à peu près vers 17%. C'est à peu près les chiffres des dernières élections, parce qu'on sait très bien que les chiffres qui ont été donnés ne reflétaient pas la réalité. Vous parlez avec n'importe qui habite devant un bureau de vote, etc. Les Algériens, ils ont constaté qu'il n'y a pas eu engouement devant les bureaux de vote. Donc, ce n'est pas uniquement un chiffre, il a une signification politique. Le peuple algérien, à travers ce boycott, dans sa majorité, s'est exprimé définitivement contre ce régime et contre ce système. C'est un boycott ou une abstention? Non, c'est un boycott, ce n'est pas une démission politique. Le peuple, parce qu'il y a certains qui veulent faire croire que le peuple algérien, c'est une démission totale, qu'il laisse faire les choses, qu'il n'y a pas de prise de conscience et s'il n'y a pas un bon choix parce que les partis politiques ne sont pas à la hauteur. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas uniquement les partis politiques et ce n'est pas une démission politique. Le peuple algérien, il y a une prise de conscience politique très importante, notamment depuis le Hirak jusqu'à aujourd'hui. La preuve, sinon il aurait participé, par exemple, au référendum de la Constitution, il aurait participé aux élections du 7 septembre dernier. Et pourquoi il boycotte toutes les élections? Systématiquement. Systématiquement, parce qu'à chaque fois... Et presque de la même manière et d'après les mêmes taux, comme par hasard. Parce qu'il y a cette majorité qui représente à peu près un chiffre de 19-20 millions, c'est pratiquement le nombre des personnes qui sont sorties dans le Hirak au mois de février, au mois de mars. Donc on retrouve à peu près ce chiffre-là. Quand même, c'est pour les personnes actives, adultes, etc., c'est plus de la moitié. C'est vrai, quand on va dans les régions où il y a eu le plus de Hirak, Boumerdès par exemple. Boumerdès, ils ont eu à peu près 6% de participation, fraude y compris. Hein. Ça veut dire qu'ils ont dû être 3 à 4% de participants. Donc ce chiffre, il a une signification politique. Maintenant, le pouvoir, il est en train de tout faire pour être dans le déni, la fuite en avant, essayer de responsabiliser les partis politiques. Or que ces partis politiques, c'est lui qui les a fabriqués, c'est lui qui les a mis en place, qui les a avantagés.
pour qu'il soit au devant de la scène. Qui a empêché Karim Tabo d'avoir un parti politique? Qui a dissous le MDS, le PST? Qui a emprisonné les militants politiques? Qui a empêché les militants politiques de s'organiser en parti politique, en association, en syndicat dans notre pays? Qui a verrouillé le champ politique et le champ médiatique? Il a exclu l'élite, il a exclu les militants, les hirakis, etc. C'est le pouvoir. Donc, en faisant tout ça, il a favorisé l'émergence de cette classe politique qui est complètement en décalage, c'est vrai, avec la réalité, avec le peuple, mais c'est le système qui est en train d'être rejeté par le peuple aujourd'hui à travers ce boycott. C'est un système qui comprend et le pouvoir et toute cette classe politique et ce champ médiatique qu'il s'est créé. Ces alliés naturels. Oui, ces alliés naturels, les anciens ou les nouveaux. D'ailleurs, la carte politique qui sort de ces élections, qui a été tracée depuis il y a longtemps. Moi, je ne suis pas naïf. Moi, je ne crois pas à la transparence ni à une élection propre, démocratique, etc. Je ne suis pas naïf. Je connais très bien le système politique en Algérie. Donc, cette carte politique, elle a été décidée depuis longtemps. Si on revient en arrière, on suit à peu près qui est en train d'être favorisé sur les médias, etc. On comprend très bien que tout a été fait pour aujourd'hui avoir cette carte politique qui arrange le pouvoir et qui n'a pas changé. Si vous prenez cette carte politique qui est du temps de Bouteflika, donc vous allez trouver la même chose. Donc le régime, il n'a pas changé. Et c'est pour ça que la position ou l'attitude du peuple algérien vis-à-vis des élections, elle est stable et elle est inchangée. Alors, Dr Hamid Menni est avec nous depuis Genève, mais SDN. Prochain tour de micro, je vais vous poser une question très claire que se posent tous les Algériens. Comment ça se fait qu'en de telles circonstances et devant de tels périls pour lui, pour le régime, et sa capacité, sa compétence à trafiquer les élections, comment se fait-il que cette fois-ci, il a laissé faire, il a laissé ces chiffres arriver, même s'il y a eu fraude et bourrage, mais il a laissé de tels chiffres, une telle bérésina, un tel naufrage électoral être porté à la connaissance de tout le peuple algérien. J'aimerais que vous me disiez votre sentiment sur ce qui a dû se passer au sein de ce régime pour qu'il laisse passer une telle défaite, une telle dérive électorale. Docteur Hamid Menni, merci mon cher ami d'être avec nous. Très content de vous avoir. Bonsoir à ton invité, bonsoir aux téléspectateurs et aux gens de la régie. Mais vraiment, merci de me donner l'opportunité de m'exprimer sur ces élections législatives, si on peut les appeler ainsi. C'est toujours un plaisir, c'est toujours un plaisir. Alors, à votre avis, votre sentiment sur ce qui vient de se passer, est-ce que c'est un boycott, un acte politique collectif hautement politique, hautement responsable, ou alors, comme le disent la presse du régime et ses relais, qui ont essuyé le couteau, comme on dit chez nous, sur les partis politiques. Tout le monde dans la presse algérienne, d'une seule voix, un seul titre, c'est la faute aux partis politiques qui n'ont pas su mobiliser. Alors, mais vous savez que pour pouvoir, d'abord c'est un boycott. Hein. C'est pas, il y a aucune, c'est clair comme l'eau d'eau. C'est tellement transparent que on a du mal à croire. Vous savez que l'abstention, c'est le fait d'un individu ou une collectivité, mais avec des motifs qui sont différents. Ça peut être l'agenda qui ne correspond pas, ça peut être des raisons personnelles et ainsi de suite. Mais en général, ça n'atteint jamais, quand vous regardez les élections dans les pays où la transparence, l'honnêteté des élections, ça n'atteint jamais des chiffres comme cela. En revanche, le boycott, et en Algérie, tout le monde boycotte pratiquement, c'est motivé politiquement. Les gens ont compris
Depuis l'indépendance, le peuple algérien a été marginalisé. Avec le temps, il est devenu de plus en plus marginalisé, où on assiste depuis le Hirak la marginalisation totale avec fermeture de l'espace des libertés, que ce soit individuelle ou collective, ce qui nous emmène à cette situation. En plus, regardez le timing de l'élection. On n'organise jamais dans les pays qui se disent sérieux des élections à la veille d'une commémoration nationale. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous laissez vous commémorer, vous avez suffisamment de temps, là, ils peuvent choisir des moments plus propices, loin des commémorations. Si on estime que cette commémoration de l'indépendance est importante aux yeux de ce pouvoir, ce que j'en doute. Pourquoi? Parce que c'est vrai, il y a une indépendance territoriale, mais malheureusement, l'Algérien n'est pas libre. Ce qui nous mène à, il l'a très bien compris, qu'il n'attend rien de ces élections. Donc, du coup, les gens ne vont plus se présenter pour voter, et c'est volontaire, ce n'est pas quelque chose d'involontaire. Et puis, il y a le régime. Le peuple ne veut plus ce mode de gouvernance. Et puis, le régime fait du casting pour essayer d'avoir une assemblée qui lui correspond exactement. Je veux dire par là que le régime veut aussi une façade pour faire des lois qui l'arrangent. Regardez la loi minière, quand elle a été votée, l'ont présentée le matin à 15 h de l'après-midi, tout était plié. Par exemple, si je prends cet exemple-là, moi j'ai regardé toutes les questions qui ont été discutées dans l'Assemblée. Donc les gens n'y croient plus. Et en plus, vous avez de temps à autre des élus qui se rebellent et qui vont jusqu'à, puisqu'ils sont poursuivis, etc., parce qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent rien faire, ils n'apportent rien. Vous prenez l'exemple du sénateur Abdelkader Jedaïl, qui a fui parce qu'il était poursuivi, parce qu'il a dénoncé le fait qu'on ne donne rien à la région, par exemple, de la wilaya de Ouargla. Et là, malheureusement, on assiste. Vous savez, historiquement, ça peut correspondre à l'élection à la Naïjla, si vous vous rappelez de ce que c'est que l'élection à la Naïjla. Hamid Mhenni, le président de l'autorité indépendante, hein, c'est son intitulé officiel. Autorité indépendante. Intérimaire, exactement. Alors il a dit tout à l'heure, oui, mais c'est une abstention comme partout dans le monde, c'est une tendance. Regardez, on va l'écouter, regardez. On l'écoute d'abord et on va parler de lui tout à l'heure. Allez. نسبة المشاركة ما يخفاش على الجميع أنه ظاهرة العزوف أصبحت تقريبا ظاهرة عالمية باختلاف أنواع الأنظمة السياسية وباختلاف درجة الوعي السياسي أو مستوى الديمقراطية في أي بلد أو طبيعة النظام السياسي فيه. فلاحظنا في الكثير من الدول الديمقراطية القديمة العتيقة في أوروبا في أمريكا في آسيا وغيرها تشاهد أو تعرف هكذا نسب وحتى أقل من هذه النسب. القانون لا يجبر الناخب على. C'est des chiffres normaux d'après lui, et même moins, il vient de dire. Dans le monde, il y a des participations, même moins. Et c'est le président de l'ANI, ce n'est pas son rôle à la limite. Et du côté de la presse, toute la presse du régime est en train de dire la même chose. C'est la faute aux partis politiques qui n'ont pas su mobiliser. En réalité, pour répondre à ce monsieur, donner qu'un seul exemple, les dernières législatives en France, elles ont été de combien, mon cher ami ? 59,71, autour de 60%. 60%. À peu près. Oui. Voilà, législative française, où on a considéré qu'il y a eu beaucoup d'abstention, 60%.
pour comparer avec 20%. Et qu'il nous donne un exemple où Et qu'il nous donne un exemple où il y a moins. Ouais. Alors, Hamid Mani, je vous laisse poursuivre, mais j'aimerais que vous me disiez la question que je vais poser aussi à notre ami Asdin. Comment ce régime a-t-il pu laisser faire alors qu'il a l'habitude de tout préparer au dernier quart d'heure, de faire monter les chiffres, que ce soit un peu comme dans les présidentielles, un taux de participation 30-40%, où il peut, comment a-t-il pu faire passer un taux historique de défection, d'abstention, de tout ce qu'il veut dire comme terme, mais qui n'en est pas moins un boycott? Mais comment a-t-il pu laisser faire sans recourir à sa fameuse technique de la fraude? Vous savez, d'abord, il y a l'incompétence. La seconde chose, c'est d'essayer de dire, voilà, il y a l'abstention, regardez les élections, etc., dans les pays démocratiques. Dans les pays démocratiques, quand il y a moins de participation, les pouvoirs s'inquiètent. En Algérie, ils ne s'inquiètent pas. D'ailleurs, un jour, le premier magistrat du pays avait déclaré que le taux de participation ne l'intéressait pas. Absolument. Il a dit catégoriquement. Pour une fois, il a dit la vérité. Parce qu'il sait que les élections ne vont pas ramener quelque chose et que tout est décidé par avance. Donc, à partir de ce moment-là, et du fait aussi, n'oubliez pas que de plus en plus de personnes sont de plus en plus incompétents, ils n'ont pas les connaissances, etc., pour pouvoir donner une explication convaincante, surtout à l'international, parce qu'à l'intérieur, tout le monde connaît la vérité, ils savent comment les choses se déroulent, et ainsi de suite. Mais à l'international, ils essayent de dire, ouais, ma foi, c'est l'abstention. Ils auraient pu aussi faire des élections, comme je l'ai dit tout à l'heure en introduction, des élections, pas la veille, vous ne verrez jamais des élections à la veille d'une commémoration nationale. Ça, vous ne le verrez pas. J'ai cherché dans toutes les archives, etc., pour voir est-ce qu'il y a eu des élections, une situation pareille. La réponse est non. Ils auraient pu l'organiser. Docteur Hamid Mani, peut-être que ils ont procédé à rebours de la logique, comme ils sont toujours dans la rente mémorielle, l'usage des grandes dates de l'indépendance, déclenchement, la révolution. Peut-être ont-ils voulu utiliser cette date pour faire mousser un peu la participation. Je rappelle, par exemple, que pour son premier mandat, le programme de M. Tebboune comportait 54 points. Pour rappeler 1954. Vous voyez, peut-être que c'était dans ce sens-là qu'ils ont organisé cette date. Non, dans ce cas-là, ils auraient dû l'organiser le 5 juillet. Comme ça, on aurait dit, tiens, les gens, s'ils ne se présentent pas, c'est qu'ils sont allés fêter l'indépendance de l'Algérie. Comme ça aurait eu peut-être pu coller, etc. Mais à mon sens, non, il me semble qu'il y a de l'incompétence, il y a beaucoup d'explications qui sont d'une médiocrité inacceptable. En tout cas, le pouvoir n'essaye pas de convaincre le peuple. Ils essayent de convaincre le peuple pour voter. Mais comme ils n'arrivent pas, bon, ils n'essayent pas de... Ils s'inquiètent par rapport à l'international. Parce que fragilisé à l'intérieur, le pouvoir aura du mal à traiter à l'international. Sinon, à l'intérieur, le pouvoir... à peine si on est considéré des Algériens avec qui il peut compter. C'est comme s'il nous faisait nous donnait un avantage pour pouvoir vivre sur ce sol-là. Sinon, on ne compte pas. Sinon, comment vous expliquer que le pouvoir écarte de plus en plus le peuple dans la politique du pays? Ce n'est pas possible de progresser, ce n'est pas possible de pouvoir vivre sans politique. Vous ne laissez pas les gens s'exprimer, vous ne laissez pas les gens se réunir, vous voulez qu'un monologue. Les gens de la même tendance, etc. N'oubliez pas que ce pouvoir, il a créé une classe sycophantique, c'est-à-dire des gens qui veulent vivre
ils obtiennent des avantages, etc., parce qu'ils sont proches du pouvoir. Tous ceux qui sont en dehors du langage ou de la dialectique du discours, alors ceux-là, ils sont exclus. Et donc, ils ne vont pas obtenir des bénéfices ou des avantages ou quoi que ce soit d'autre. Il y en a même qui ont même rigolé. Moi, j'ai vu dans les réseaux sociaux où ils se moquaient du fait que l'année passée, M. Tebboune avait octroyé 200 logements et ces 200 logements sont inexistants puisqu'ils ont eu des actes mais qui ne correspondaient pas à la réalité. Donc, du coup, c'est un pouvoir qui n'arrive pas à gérer, il n'arrive pas à gouverner, il gouverne lui tout seul et du coup c'est surtout le peuple veut un autre mode de gouvernance. S'ils changent de mode de gouvernance, ils verront le peuple revenir aux urnes, veut revenir à la politique et ça malheureusement le peuple a tourné le dos à ce pouvoir et à 80%. Maintenant sur les 20% qui restent, il y a à boire et à manger puisque les militaires, des fois, ils le font tourner, le trucage des élections, vous avez d'autres facteurs qui interviennent, c'est-à-dire ceux qui ils vont là-bas. Et nous allons parler des militaires, de ces vidéos de la fraude qui circulent, et malgré cette fraude, ils n'ont pas pu atteindre un taux ne serait-ce que passable. Alors, nous allons écouter M. Tebboune, puis je reviendrai à vous, Azdin Toumi. Nous allons écouter M. Tebboune, ce qu'il pense du boycott, ce qu'il pense de l'absence de participation du peuple algérien, des citoyens algériens, à ce qui les concerne en premier chef. Écoutons-le. هذا هو إلا بغينا ندخلوا في الديمقراطية اللي بغى يقاطع هو حر. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش، يهمني هو الناس اللي غادي يخرجوا من الصندوق عندهم الشرعية الكافية صوت عليهم الشعب باش غدوة ياخذوا بين يديهم السلطة التشريعية. فيه أناس يعني يفرضوا إملاءات بدون ما نعرف يمثلوا من. ما يقدرش إنسان شخص ولا شخصين ولا مجموعة تفرض إملاءات اللي تطبق علينا ندخلوا في الديمقراطية. اللي بغى يقاطع هو حر. أنا بالنسبة لي نسبة المشاركة ما تهمنيش. Alors, mon cher ami Azdin, d'abord sur ce qu'il vient de dire. C'est sidérant qu'un chef de l'État qui est censé protéger la Constitution, il dit qu'il engage des réformes pour une démocratie dans notre pays, etc., de dire que le taux de participation n'est pas important. Et quelques secondes après, il dit que l'essentiel que le député soit élu par le peuple. Mais si le peuple ne vote pas, où est la légitimité populaire? Exact. Mais on a l'habitude de voir un chef de l'État qui s'aventure sur des formules, des chiffres parfois insensés. Alors, d'abord la question que je vous ai posée tout à l'heure. Moi, je pense que c'est parmi les conséquences du Hirak. Hein. Il ne faut pas avoir la mémoire courte. Le pouvoir fait tout pour donner l'image. Le régime, il fait tout pour donner l'image d'un régime en cohésion, en cohérence avec lui-même, avec toutes les composantes qui le composent, toutes les institutions sont dans une espèce de cohérence parfaite, etc. Il le montre dans les images du quotidien, à travers les inaugurations. On voit souvent, par exemple, le chef de l'État avec le chef d'état-major inaugurer les piscines, oui, piscines en plastique. Conjointement, donc à chaque fois, ils font tout pour montrer cette cohérence. Mais moi, je pense que le Hirak a fortement déstabilisé le régime. Il n'arrive toujours pas à reprendre son équilibre d'avant le Hirak parce qu'il avait un certain équilibre où il pouvait au moins maîtriser ce genre d'opération. Donc, une opération d'élection, il l'a maîtrisée du début à la fin, sans avoir le moindre point faible où il peut y avoir, donc entre les différents
moi, j'appelle pas ça clan, mais en tout cas, différentes forces qui interviennent dans le choix, que ce soit des députés, de chefs de l'État ou des représentants dans les différentes Mais institutions. Esden, en l'occurrence, la question que se pose tout le monde aujourd'hui, c'est un véritable naufrage. Je vais vous donner quelques chiffres, quelques références. La représentante de représentation de l'actuel Parlement, ce n'est pas un Parlement. Il aura été élu à 1/5. Avec la fraude, hein, nous savons tous qu'il y a eu une fraude massive. Mais avec la fraude, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas frauder plus que ça. Ils sont arrivés à 1/5 de l'électorat. Et c'est un Parlement qui va légiférer. Alors, le président lui-même, il a été l'objet de 2 boycotts parmi les plus massifs depuis l'indépendance. Il ne représente quasiment rien. C'est pour ça qu'il dit, moi, les chiffres, ça ne m'intéresse pas. Oui. Parce que lui-même, il est très, très peu et très mal élu. Oui. Alors, ensuite, la Constitution, la loi fondamentale de ce pays, la Constitution Tebboune, justement, elle a été élue au taux le plus faible dans un référendum sur une Constitution. Mais ils ne sont pas conscients de tout ça. Justement, et on avait déjà parlé dans d'autres émissions, moi je pense que le régime aujourd'hui accorde peu d'importance à la légitimité populaire. Parce que depuis 7 ans déjà, il sait qu'il n'a pas de légitimité populaire, il n'a rien fait pour y remédier, même s'il perd les moyens devant un événement pareil. Donc ils ont du mal d'abord à mobiliser la population, faute de solutions, faute de programmes politiques, de projets de société, de projets économiques. Donc ils n'ont rien à présenter au peuple, ni en termes de bilan, ni en termes de perspective. Et de l'autre côté aussi, donc, je vous avais dit que le pouvoir a perdu cette capacité de maîtriser des opérations, notamment à se donner ce confort dans les chiffres, dans ce genre d'événements. Et ça, il fait partie des faiblesses aujourd'hui de ce régime parce qu'il a ignoré le Hirak, il a tourné le dos à la volonté populaire, il a tout fait pour essayer d'effacer d'un revers de main tout ce qui s'est passé pendant le Hirak. Comme si il fait en sorte comme si c'est de rien n'était. Au point d'incarcérer plus de 3000 Irakiens. Oui, et aujourd'hui, on est dans la fuite en avant. Et moi, je l'avais dit d'abord pendant le Hirak que tourner le dos au peuple, c'est une erreur et c'est une bêtise. Et le pouvoir finira par être rattrapé par ce genre. Mais moi, je pense qu'il y a encore une occasion qui se présente pour notre pays. Cette abstention ou ce boycott, ce résultat, il doit interpeller le pouvoir quant à l'avenir. Soit on est à la croisée des chemins, parce que c'est très grave. Quand vous avez, comme vous l'avez dit, on a des institutions qui, à chaque fois, elles manquent de légitimité. La présidence de la République, les assemblées, la Constitution, on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas construire un pays avec ça. Ce sera l'objet de ma prochaine question pour vous, le dernier tour de micro, sur qu'est-ce qui se passe au sein de ce pouvoir. Ce pouvoir est constitué d'éléments divers et variés, de clans, on les appelle comme on veut, de force ou d'équilibre. Mais là, ils ne peuvent pas tous accepter d'être emportés par ce mouvement j'allais dire, cette chasse d'eau qui a été... Oui, mais je n'ai pas continué mon idée. Donc, il n'est pas préoccupé par la légitimité, plus que sa préoccupation par le contrôle. Le pouvoir aujourd'hui, sa priorité, c'est d'avoir une assemblée sur laquelle il pourra avoir un contrôle très important. D'ailleurs, si on revient à l'article 200 de la loi électorale, cette fameuse loi, ce fameux article qui a éliminé plusieurs candidats à la candidature. Oui. Même les candidats, la majorité des candidats qui ont gagné dans ces élections, dans les 20%, dans cette minorité, il y a une majorité, pratiquement, ils sont nouveaux. C'est leur premier mandat. Oui.
Et quand on rentre comme ça dans un... Donc, ils pensent déjà à un autre mandat. Et ils vont tout faire pour ne pas tomber sous l'effet de l'article 200. Donc, ils vont éviter de faire l'opposition, de poser les bonnes questions à l'Assemblée, d'avoir un comportement qui va être en cohérence avec le programme, avec la feuille de route du pouvoir, etc. Donc en fait, le contrôle, il va au-delà de choix de cette assemblée, mais l'avenir, la prochaine assemblée, elle est en train de se dessiner. Même ceux qui n'ont pas été acceptés pour être candidats aux législatives. Pensez que ce régime va assister à une prochaine assemblée? Mais tout est en train de sonner de partout. Tous les signaux d'alarme sont en train de résonner. On va terminer sur ça. Dans la je reviens à session. vous. Alors, docteur Hamid Mehenni, il se passe quoi au sein de ce pouvoir? Ce sera la dernière question, le dernier tour de micro. Comment, au sein de ce pouvoir, les différents acteurs, on les appelle comme on veut, peuvent-ils accepter de laisser le volant à quelqu'un qui n'a pas de frein, qui ne sait pas conduire et qui précipite ce camion droit au mur où il va tous les finir, si je peux dire? Ça ne peut pas être. Il y a certainement des choses qui sont en train de se passer à l'intérieur de cette nébuleuse, si je peux dire ça comme ça. Vous savez, quand M. Tebboune disait que la démocratie, moi, je force personne à aller voter. Mais pourquoi il force les gens et ils empêchent leur candidature? Pourquoi il recale certains? En fait, ce n'est pas une démocratie parce que les gens ne peuvent pas présenter leur candidature. Il les craint. C'est pour ça qu'ils sont éliminés. Les autres, parce qu'ils représentent un profil, ils présentent un profil qui ne correspond pas au casting que ce pouvoir veut. Il veut des gens dociles qu'il fasse passer ces lois, comme je vous ai expliqué à l'introduction, en disant qu'il présente le matin la loi, l'après-midi, et tout est clos, alors qu'il s'agit du destin d'un pays. Docteur Hamid Mehenni, vous pensez que ce pouvoir, aujourd'hui, est homogène, qu'il est dans une sorte de cohésion, qu'ils vont tous réagir ensemble selon les mêmes besoins pour eux de garder le pouvoir? Exactement, parce que ça ne vient pas de moi, mais ça vient de feu Sid Ahmed Rouzali, ça vient de M. Mouloud Hamrouch, ça vient de feu Abdelhamid Mehri, qui ont dit que ça ne peut pas continuer alors que ce sont des éléments du sérail. Ils connaissent très très bien ce pouvoir et ainsi de suite. Donc du coup, quand ils vous diront que l'un, il vous dira ce pouvoir est antinational, l'autre, il dira ouais, mais nous, on est des parkas, c'est-à-dire des traîtres au service de ce pouvoir et ainsi de suite. Donc du coup, comprenez que eux, ils ont compris la chanson et ils savent qu'il n'y a rien qui peut faire vaciller, changer. Maintenant, il y a des études qui montrent que, en fait, ces régimes, un jour, ils chutent. C'est le cas de l'Allemagne de l'Est, c'est le cas de régimes des pays de l'Est, et ainsi de suite. Ils n'arrivent plus, ils essayent de contrôler, mais à un moment donné, ils n'arrivent plus à contrôler, et c'est l'affaissement, c'est carrément la chute d'un régime. Pour le moment, le peuple a demandé le départ de ce pouvoir, mais c'est le peuple qui est en train, notamment les jeunes, etc., qui sont en train de partir, qui sont dans le départ, et d'autres qui pensent au départ. Mais la réalité, c'est que nous allons assister un jour à l'effondrement de ce système, carrément, parce que ce n'est pas... il ne faut pas s'attendre... En fait, le système, il utilise la rhétorique en disant que si la menace, elle vient surtout de l'extérieur. Mais en fait, la majorité de ces régimes, s'ils ne se réforment pas ou ils ne prennent pas conscience du danger auquel qui les guette, c'est clair que c'est tout le départ, c'est tout le système qui va s'effondrer. Merci. L'effondrement total. Merci, docteur Hamid Mehenni. Je me permets de vous interrompre parce que nous arrivons à la fin de l'émission. Alors, dernier tour de micro.
ce régime, est-ce qu'il va comprendre qu'il doit mettre fin à cette pagaille et laisser une partie de lui partir, ou la faire partir, ou est-ce qu'il va partir, comme vient de le dire Dr Mani, en tant que tout? C'est tout le système qui va être évacué par un Hirak en perspective. Oui, c'est un régime qui est basé sur l'intérêt des uns et des autres. Comment ces différentes forces ou ces différents clans puissent cohabiter? C'est quand les intérêts des uns et des autres sont garantis. Mais la prise de conscience, elle doit être sur l'avenir de notre pays, parce que c'est un signal d'alarme, ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le pouvoir, il doit prendre conscience que nous sommes à la croisée des chemins, que toute cette feuille de route depuis le Hirak à aujourd'hui, ne serait-ce que depuis le Hirak à aujourd'hui, c'est une fausse route, que ça va mener vers la faillite de notre pays, que pour sauver l'Algérie, il faut tout revoir. Et c'est une occasion, et moi je pense qu'il doit saisir cette occasion. Il y va de l'avenir de notre pays pour sauver l'Algérie, et il faut revoir toute cette feuille de route. Revenir aux revendications du Hirak. C'est pas comme certains le disent, voilà, le Hirak, il est fini, etc. Non, il y a eu des revendications. Le peuple algérien demande un vrai changement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il n'adhère pas à cette feuille de route qui est basée sur des rendez-vous électoraux pour des élections. Les élections, le peuple algérien sait très bien et que ça n'apporte aucune solution au problème, à la crise que vit le pays, au quotidien compliqué que le citoyen est en train de vivre. Donc aujourd'hui, il faut revoir tout, il faut ouvrir le champ politique, le champ médiatique, il faut avoir une feuille de route qui va inclure tous les Algériens, que l'exclusion, elle doit prendre fin. Il faut libérer les détenus d'opinion, arrêter les poursuites et réhabiliter les personnes qui sont poursuivies aujourd'hui, libérer les consciences, libérer les idées, libérer l'initiative des Algériens, laisser les Algériens reprendre la vie politique, la vie syndicale, la vie associative. La jeunesse elle est capable, cette jeunesse et ce peuple algérien, il est capable. Moi, je suis convaincu qu'il est capable de trouver les bonnes solutions pour que notre pays puisse aller de l'avant. Azin Toumi, merci, Dr Hamid Mhenni, merci à vous, chers amis, de nous avoir accordé votre attention. Pardonnez-moi de vous avoir infligé une si longue intro, la plus longue de ma carrière aujourd'hui, parce que j'avais le besoin de vous livrer le fond de mes pensées. Merci beaucoup, bonne soirée.